Bien, le quorum étant atteint, je propose qu'on commence. Les retardataires prendront le conseil en route. J'espère qu'ils n'ont pas confondu l'horaire. D'habitude, on fait ça à 18h30. Donc, merci déjà d'être présent pour ce conseil exceptionnel. Alors, pour ce qui concerne les absents et les pouvoirs, puisque qu'on est encore évidemment dans une période un peu troublée, donc Madame Pinard a donné son pouvoir à Monsieur le maire, donc Philippe Salmon. Monsieur Salliot a donné son pouvoir à Madame Séché, Monsieur Chevet à Madame Pierre, Madame Tardivelle à Monsieur Hervé, qui n'est pas encore arrivé, j'espère qu'il va venir. Monsieur Delaunay à Madame Pierre, Madame Marché à Madame Durand, Monsieur Michel à Madame Chevalier, Madame Horry à Monsieur Hervé, Monsieur Salle à Monsieur Leroy et Madame Oran à Monsieur Leroy, Monsieur Lafont à Monsieur Raveau, pardon, Madame Gaucher à Madame Chevalier, Madame Pétel à Madame Durand, Monsieur Lecam à Madame Séché, Madame Rien à Madame Lerussard, pardon, Monsieur Saunier à Monsieur Roulet et Monsieur Athanase à Monsieur Desguerré. Voilà, j'espère avoir oublié personne. C'est bon ? Très bien, très bien. Secrétaire de séance, il vous est proposé Madame Chevalier. Parfait. Avant de commencer l'ordre du jour, je voulais simplement donner une information pour répondre à Madame Lerussard et Madame Briand qui avaient posé la question au dernier conseil municipal. On a reçu effectivement la circulaire de la préfecture. Et donc, pour ce qui concerne les élections les élections départementales et régionales, donc les assesseurs vont pouvoir avoir une priorité pour se faire vacciner. Voilà. Donc c'est prévu. On prévoit des créneaux pour pouvoir les vacciner dans les prochains jours. Hein. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu par contre. En fait, ce qu'on pourrait vous proposer de faire, c'est qu'au fur et à mesure que les noms nous arrivent, qu'on les vaccine le plus rapidement possible. Par vague, on réservera des créneaux auprès de notre centre, plutôt que d'attendre qu'ils libèrent des créneaux au niveau du Poirier, auquel cas ça prendrait un peu plus de temps. Ouais. On va essayer plutôt de gérer ça au niveau du centre de Bruges. Voilà. Et au fur et à mesure où vous amenez les noms, voilà, par semaine, on va prendre des créneaux d'ici sur le mois de mai. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour centraliser les noms par contre? Oui, ça tout va se faire au niveau de Dominique Santi-Legrand. Je lui ai envoyé les noms comme d'habitude et Dominique Santi-Legrand se mettra en contact avec Isabelle Rouillet qui gère le centre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour ce qui concerne les assesseurs qui voudraient quand même être assesseurs mais ne pas se faire vacciner, donc ils auront un test à faire, un autotest. Hein, et les autotests sont normalement fournis par l'État. Voilà. Mais les autotests devront être faits 2 jours avant, c'est-à-dire le vendredi, quoi. Oui. Non, juste une question, c'est-à-dire que si effectivement les personnes sont vaccinées, ils vont avoir une dose uniquement, j'imagine, par rapport à la date du 20 juin. Donc, est-ce que c'est suffisant pour considérer qu'ils sont... on considère qu'à partir de la première dose, ils sont déjà protégés à 70%. D'accord, ok. Donc voilà, donc on peut considérer... Enfin, c'est considéré comme ça par le gouvernement, en tout cas. Vaccinés, s'ils sont vaccinés de courant mai, ils peuvent avoir la 2e dose avant les élections. Hein. Ouais, enfin bon, on est déjà au 3, enfin bon, je sais pas. C'est 12 semaines pour le AstraZeneca et c'est 6 semaines pour le... Oui, même à de Pfizer, ils ont rallongé le temps entre les 2 injections, effectivement. Donc, s'il y a 70%, c'est déjà... Donc tout le monde n'aura pas eu la 2e injection, je pense, au moment des élections. Mais si déjà ils en ont une, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle parce que si ça permet effectivement de motiver les gens, c'est une très bonne nouvelle. Et ceux qui l'ont eu, c'est qu'une vaccination, qu'une injection. Ceux qui l'ont eu. Qui ont eu la Covid. Oui, qui ont eu le Covid. Oui, effectivement. Il n'y a qu'une injection. Ah, ouais, d'accord. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de communiquer à travers la presse sur ça pour la... Ça va être fait, oui. Je pense qu'il faut qu'on le fasse, oui. Alors, on a eu les éléments vendredi. Dominique Santi-Legrand fait une petite note de synthèse que tu m'as donnée. Et vous savez, comme chaque fois, il y aura une réunion des différents présidents du bureau de vote. Ouais. Voilà, qui vont vous permettre d'aller plus dans le détail encore par rapport à la note, sur toutes les dispositions qui sont plus spécifiques au Covid, sachant qu'en plus, c'est aussi un double scrutin. Ouais. Ces 2 raisons, il y a des choses qui ne sont pas
Oui, parce qu'en gros, on peut vous le dire quand même, les présidents et les secrétaires pourront s'occuper des 2 bureaux de vote, exceptionnellement. Donc voilà. Ça veut dire qu'on peut réduire de moins de 250 alors. Voilà, c'est ça. On ne sera pas obligé d'avoir 256 personnes. Les assesseurs seront toujours 2 par bureau, c'est ça? Et présidents et secrétaires pourront être sur les 2 bureaux en même temps. Donc à la fois départemental et régional, ce qui va quand même simplifier les choses. Voilà. C'est effectivement une bonne nouvelle. Vous avez parlé des autotests, monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un arriverait avec un test PCR moins de 48 heures, il serait quand même validé, non? Ou pas? Ou c'est que Je pense aussi, qu'il n'y a pas de raison. Oui, le test PCR, c'est encore... Peut le plus, peut le mieux, ouais. Oui, c'est encore plus précis fiable, ouais. que les autotests. Donc, au contraire. En fait, l'État s'engage à nous en fournir. Je pense que ce soit simple, en fait. Il n'y avait pas à prendre rendez-vous, voilà. Pour que ça puisse être géré au niveau de la mairie dans les 48 heures qui précèdent. Voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, effectivement, Madame Santi vous adressera une note et ce sera avec elle, éventuellement, qu'il faudra voir ces questions plus précises. Bon, voilà. Donc, nous allons commencer l'ordre du jour. Donc, Pardon ? Madame Chevalier. Donc, ordre du jour, l'aménagement. Donc, c'est le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Et je donne la parole à Monsieur Joly. Ouais, donc merci, bonjour, bonsoir, plutôt. Donc c'est la continuité donc, des 2 délibérations qui ont déjà été prises. La première le 29 mars pour le périmètre d'études urbaines et l'autre lors du dernier conseil sur notre adhésion à la SPL territoire public. Donc progressivement, on s'intègre dans cette démarche d'études d'aménagement d'ensemble qui vise à nous permettre après de prévoir l'aménagement de la ville de Bruges sur plusieurs dizaines d'années, enfin, allez, au minimum 10-15 ans. Donc, dans le cadre du développement de la commune, une étude urbaine présentée au conseil municipal du 29 mars a été lancée afin de définir un schéma d'aménagement d'ensemble visant à la restructuration urbaine de la commune. Le secteur des Rosiers, de la Gare et du Grand Paty sont situés dans le périmètre de l'étude urbaine et sont les derniers terrains classés en zone A à U sur la commune, bien sûr hors zone d'activité économique dont la maîtrise est métropolitaine. Les zones A à U peuvent être ouvertes à l'urbanisation dès que le projet d'aménagement d'ensemble est compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation et que les terrains sont desservis par les réseaux. Afin de limiter au maximum l'étalement urbain sur les zones 2 à U, qui nécessitent une adaptation du PLUI pour être ouverte à l'urbanisation, un aménagement optimisé sur les terrains classés en 1 à U est indispensable. Constituer une réserve foncière sur ces terrains de manière rapide permettra d'assurer un aménagement global cohérent, sans attendre la définition des caractéristiques précises du projet d'aménagement lancé par l'étude urbaine. Ces 3 secteurs stratégiques sont par ailleurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation au titre du PLUI. Plus particulièrement, le secteur de la gare a fait l'objet d'esquisses dans le cadre de l'extension du périmètre de la ZAC du Vert-Buisson. Aussi, les parcelles qui ne sont pas concernées par les esquisses ne seront pas comprises dans le périmètre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, bien qu'elles se trouvent dans une zone 1 à U. Il est nécessaire d'acquérir les parcelles situées dans ces secteurs stratégiques afin de s'assurer qu'un projet urbain ambitieux et exemplaire puisse être mis en œuvre et que sa réalisation ne soit pas grevée par la réalisation d'opérations compromettant l'aménagement cohérent futur de ces secteurs. Ce projet urbain devra répondre aux objectifs de production de logements, d'accueil d'activités et de services, voire d'équipements publics. La programmation précise devra être déterminée lors de l'étude urbaine, mais il faut rappeler que la commune est en retard quant à ses obligations de construction de logements sociaux. Au 1er janvier 2020, le taux de logement était de 18,18%, alors qu'on sait que l'objectif est de 25%. Mais par contre, il évolue malgré tout positivement, mais il va falloir poursuivre. Par ailleurs, le projet permettra de répondre aux objectifs mentionnés dans le PLH, c'est-à-dire en termes de production de logements. Il ressort de ces éléments que l'opération d'aménagement projetée revêt une ampleur importante compte tenu à la fois de sa délimitation géographique et des projets envisagés.
De plus, l'acquisition des terrains avant que le projet n'ait pu être précisément établi est également justifiée par la pression foncière existante sur le territoire, la nécessité d'acquérir ces parcelles à valeur d'usage et la nécessité d'éviter une utilisation qui serait de nature à compromettre le projet d'aménagement futur. Quand on parle de nécessité d'acquérir ces parcelles à valeur d'usage, c'est-à-dire au prix du mètre carré du terrain qui a été défini au niveau du PLUI et fixé par les domaines. Et éviter un certain nombre de procédures qui permettent aux vendeurs, et ça on peut les comprendre, dans la négociation avec les promoteurs immobiliers, de faire monter le prix d'acquisition. Et vu la pression foncière sur la métropole rennaise, on a remarqué une augmentation non négligeable, même très importante, du prix de vente des terrains par les propriétaires fonciers. Et donc c'est bien dans cette dynamique-là nous qu'on se met, c'est-à-dire maîtriser en amont le foncier pour pouvoir après en aval livrer des terrains aménagés à des aménageurs pour arriver à des prix de sortie du mètre carré de construction le moins cher possible, quand on voit la moyenne déjà sur Bru et sur l'agglomération rennaise, et quand on voit les difficultés pour les primo-accédants de venir s'installer sur nos communes. Donc on doit être extrêmement vigilant quant au montant des acquisitions foncières au départ. Une telle opération, donc regroupant la réalisation de logements, d'équipements et le développement de l'activité sur le territoire, apparaît d'utilité publique et est subordonnée à la pleine maîtrise foncière des parcelles situées dans le périmètre. Une partie de ces terrains fait par ailleurs d'ores et déjà l'objet d'une maîtrise publique. L'engagement de cette procédure favorisera par ailleurs l'équilibre financier de la future opération d'aménagement. Alors par ailleurs, l'équilibre financier, on essaiera d'arriver à un équilibre financier quand on voit que c'est quand même des opérations, dont une, secteur de la gare, qui sont quand même relativement difficiles. Donc ça sera à analyser et à bien structurer. Concernant la procédure, il est demandé au conseil municipal d'approuver le dossier d'enquête publique préalable à la DUP et d'autoriser la saisine du préfet d'Ille-et-Vilaine en vue de l'organisation de l'enquête publique. Les services de l'État instruiront ensuite le dossier avant qu'un commissaire enquêteur ne mène cette enquête publique préalable. Celle-ci a pour objectif d'informer la population, de recueillir les remarques sur le projet, de vérifier son utilité publique. Une enquête parcellaire sera ensuite menée pour identifier les terrains expropriés ainsi que leurs propriétaires. Cette phase administrative se terminera donc par un arrêté de cessibilité pris par le préfet et transmis au juge de l'expropriation afin qu'une ordonnance soit prise. Bien que la finalité de cette procédure soit une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation, ce n'est qu'à défaut d'accord amiable qu'elle sera mise en place. Des négociations amiables seront menées tout au long de la phase administrative. Donc les acquisitions déjà effectuées par la ville directement ou par ses partenaires publics, Rennes Métropole et l'EPR, l'établissement public foncier de Bretagne, sur cette future réserve foncière s'élèvent déjà à 5 396 101,73 €. L'estimation sommaire et globale de l'acquisition des parcelles comprises dans le périmètre restant à acquérir s'élève à 3 808 554 €. Le dossier présenté est constitué pour cause d'utilité publique, conformément aux dispositions des articles R 112.5 et suivants du Code de l'Expro. La mise en œuvre de cette procédure simplifiée est conditionnée donc par 3 critères cumulatifs. La DUP est demandée en vue de l'acquisition d'une réserve foncière. Elle est aussi demandée dans le cadre d'une opération d'aménagement importante et nécessite de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi. Ainsi, il y a lieu de solliciter Monsieur le préfet du département d'Ille-et-Vilaine afin que le projet présenté dans le dossier d'enquête publique soit déclaré d'utilité publique. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver le dossier d'enquête préalable à la DUP, 6 juin, que vous avez dû recevoir en pièce annexe. Autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à solliciter Monsieur le préfet pour l'ouverture d'une enquête publique préalable à la DUP portant sur les biens des secteurs identifiés. Autoriser Monsieur le maire, un adjoint ou son concessionnaire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire au bon déroulement de cette procédure
et autoriser Monsieur le maire, un adjoint ou son concessionnaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà cette délibération. Merci, Monsieur Joly. Au vote du Conseil de ce soir. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Roulet. Monsieur le maire, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je pensais que vous alliez dérouler l'ensemble de l'enquête du dossier, puisque nous ne l'avons pas eu en commission. Mais bon, aujourd'hui, monsieur le maire, vous nous sollicitez pour approuver le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et vous autorisez ensuite à solliciter monsieur le préfet pour l'ouverture d'une enquête publique préalable donc portant sur les biens des secteurs identifiés. Alors, nous sommes très surpris du caractère d'urgence d'une telle démarche et de la nécessité de tenir un conseil municipal extraordinaire. Alors surtout dans une période que vous avez rappelée tout à l'heure, pendant laquelle il est préférable de limiter les réunions et les rassemblements. J'ai noté aussi que le public pouvait être accueilli à hauteur de 8 personnes. Donc c'est aussi quelque chose de nouveau pour ce conseil municipal extraordinaire, pour le moins. C'est dans un délai très court que nous avons pu prendre connaissance de ce dossier, puisqu'il n'a jamais été présenté en commission. C'est pour ça que je m'attendais à avoir le déroulé de l'ensemble de ce dossier. Mais bon, nous n'aurons le droit qu'à la délibération. De même, l'étude Sétur de décembre 2020, dont il est question dans le dossier, qui ne nous a jamais été communiquée. Alors, qu'est-ce qui justifie cette précipitation? Et surtout ce manquement au fonctionnement de notre municipalité. Puisque nous avons adopté, en début de mandat, en septembre, un règlement intérieur, donc il serait bon de pouvoir l'appliquer. De même, il paraît pour le moins surprenant qu'après avoir fait voter le principe d'une étude globale pour l'aménagement de la ville le 29 mars dernier, sans en attendre les conclusions, au vu d'une urgence qui reste à démontrer, vous lanciez cette enquête publique préalable à la DUP. À quel moment cette étude globale sera-t-elle suffisamment avancée pour être prise en compte dans votre calendrier? Est-ce que, comme pour le groupe scolaire, l'urgence d'une prise de décision d'un jour se transformera-t-elle le lendemain en délai nécessaire pour la concertation? Sans confondre vitesse et précipitation, nous donnerons-nous le temps suffisant pour poursuivre les réflexions sur des aménagements qui transformeront la ville pour plusieurs dizaines d'années? Voilà la déclaration préalable. Alors, je ne sais pas si vous avez l'intention de nous présenter l'ensemble du dossier, mais on souhaitait quand même examiner tous les points de ce dossier que vous présentez. Bon, je vais d'abord... si vous voulez, l'objet de cette délibération, c'est bien d'acquérir du foncier. Je crois que ça vous a pas... Enfin, vous l'avez bien compris. Et pourquoi cette urgence? Je vais vous l'expliquer tout simplement. Il y a 3 périmètres. Vous avez les rosiers, vous avez la gare et vous avez le secteur des services techniques. Sur l'un des secteurs, les 2 secteurs des rosiers, il y a un projet d'aménagement qui a été transmis au service de l'urbanisme. Et en matière d'urbanisme, il y a un certain nombre de délais et de procédures à respecter et nous les respectons. Ce projet est particulièrement important puisqu'il porte sur plus de 200 logements, dont 180 par acompte et le reste en logements sociaux. C'est en secteur périurbain, c'est en 1N1, mais en secteur périurbain. Donc c'est une zone qui était d'abord au tout départ agricole, et comme elle est à la lisière de l'urbanisation, donc elle a été modifiée dans le cadre du PLUI pour être urbanisée dans le cadre du développement de la ville de Bru. On a regretté quand on a analysé l'ensemble des dossiers d'urbanisme de l'équipe précédente, l'absence de projet d'aménagement d'ensemble, c'est-à-dire il y a un certain nombre de terrains qui étaient cédés ou acceptés par la ville en termes d'aménagement, mais ça ne s'intégrait pas dans une démarche d'aménagement d'ensemble. Par exemple, les rosiers, c'est un projet d'aménagement qui s'attaque dans le PLUI quand même, puisque c'est du 1N1. Par contre, sans maîtrise communale. Et le premier des éléments qu'on vous a dit, c'était la maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier, c'est le premier des éléments nécessaires pour essayer de trouver un équilibre général
de l'aménagement de la ville, et aussi intégrer ce genre d'équipement dans un projet municipal de zone d'aménagement concerté qui permet à la collectivité de demander aux promoteurs une participation aux équipements. Et là, on est dans une démarche où la collectivité est demandeur, mais aussi est maître de son développement. Et le promoteur doit négocier. C'est le promoteur qui vient faire ses propositions, c'est la commune qui donne, si vous voulez, le tempo et les obligations des promoteurs. C'est pas ce qui existe actuellement, et je peux vous dire que déjà au niveau du prix du foncier, les rosiers vont entraîner, si on acceptait cette vente, une augmentation relativement importante du prix moyen du terrain à Bru, ce qui obligerait la collectivité dans les années à venir à négocier à partir de ce prix moyen. On a voulu déjà comment freiner sur ce genre d'augmentation non négligeable du prix du foncier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la maîtrise du développement de la ville et de la livraison du nombre de logements. Le troisième point, c'est d'avoir une vision cohérente du développement de la ville, c'est-à-dire nous ne sommes pas que des constructeurs. Là, c'est les pleins, c'est-à-dire les logements, mais il y a aussi des vides, c'est-à-dire qu'entre les logements, il y a des espaces publics, il y a des voiries, il y a des pistes cyclables, il y a des modes doux de déplacement. Et donc, on se donne le temps d'assurer une cohérence en termes de plan d'aménagement d'ensemble de la ville. Une ville de 18-20 000 habitants qui va passer à 25-26 000 habitants. On a besoin d'avoir une vision globale et de la production de logements, mais aussi des services qui doivent accompagner ce développement, les services sportifs, culturels, l'éducation, mais aussi le social. On voit bien qu'avec l'augmentation des logements sociaux, mais aussi avec le loyer unique, donc on doit accueillir une population beaucoup plus fragilisée, et on doit aussi s'entourer de services compétents pour assurer la gestion de ces publics. Donc voilà pourquoi on l'a fait, parce qu'il y avait urgence sur ce dossier-là. Sinon, c'était une opération qui, pour une partie des périmètres, nous échappait et on ne le souhaitait pas. Donc c'est vrai que ça a été fait en urgence, mais ça a été réfléchi. Ça fait quand même 1 an qu'on a pris en compte l'ensemble de ces éléments, mais ce sont des procédures qui sont particulièrement longues, qui juridiquement, il faut les monter. Et pourquoi on a fait un conseil municipal exceptionnel, eh bien, je vous en ai donné les raisons. Voilà. Ouais, j'ai bien compris vos raisons, Monsieur Joly. Ceci étant, donc c'est un projet, comme vous l'avez dit, qui porte sur le secteur des rosiers, qui a été porté par Acanthe. Pas que sur le secteur. Hein. Non, mais le projet des rosiers, entre autres, ouais. Ce qui a été porté par Acanthe sur le secteur des rosiers, et dont Acanthe a déposé 2 PC. J'ai vu sur le site de la ville qu'il y a une enquête, donc une consultation. Donc il y a 2 PC de déposés pour 187 logements. Donc je suppose que ces 2 PC respectent les objectifs aussi bien du SCOT, du PLUI et du PLH. En tout cas, cela l'était lorsque les études préalables ont été menées. Et en plus du projet Acanthe, donc il était prévu un projet, on va dire, ville de Bru avec un bailleur social qui était Espacil. Oui. Ce projet comportait 45 logements locatifs sociaux, dont 3 logements comprenant 4 chambres pour de la colocation étudiante. Et cela dans 2 petits collectifs HQE. Nous avions même demandé qu'ils soient passifs ou passifos à l'époque. Alors ces parcelles, bien que classées agricoles, ne sont plus exploitées depuis bien des années et sont plutôt à l'état de friche. Donc ce n'est pas une réelle amputation de la surface agricole utile, comme on pourrait le penser. Elles sont situées à proximité quand même immédiate du projet d'urbanisation du secteur sud de Carlane. Donc c'était quand même un projet d'ensemble, c'était quand même une réflexion par rapport à ça, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Elles sont proches aussi de différents cheminements doux, et notamment le cheminement qu'on a réalisé en 2018 sur le bois des Ormeaux. Elles sont proches aussi de tout ce qui est transport en commun. Il y a les arrêts bus qui sont à la Croix-Madame, il y a ceux de Carlane, il y a la gare SNCF, même si aujourd'hui il n'y a pas énormément de dessertes, mais malgré tout, elles sont là.
Et puis il y a en fait un nombre important aussi de propriétaires. De mémoire, sur ce dossier-là, il y avait 13 ou 17 propriétaires, puisqu'il y avait une indivision, la division Bourdon, d'ailleurs, qui était propriétaire de la petite maison, avec qui l'opérateur avait trouvé un accord. Mais je pense que dans le cas d'une expropriation, je pense qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui ne seront pas forcément d'accord. Donc c'est un dossier qui risque de traîner dans le temps et qu'il est probable qu'on ne soit pas urbanisé tout de suite. Ce qui est dommage. Pour pouvoir respecter le PLH et les attentes du PLH, on se prive de 200, à peu près 200 logements à court terme, quoi. Au global, moi je pense que ce projet, il cochait quand même toutes les cases, que ce soit en termes d'environnement, hein, puisqu'il y avait un certain nombre d'études qui avaient été faites, hein, il y avait des études complémentaires qui avaient été demandées d'ailleurs. Il cochait les cases aussi au niveau du PLU, du SCOT, et nous étions bien au-delà des objectifs du PLH en termes de logements locatifs sociaux sur ce secteur, ce qui permettait de rattraper notre retard par rapport à la loi SRU. J'en profite pour rappeler que lors du dernier mandat, nous sommes passés d'un taux de 16-13. Il manquait à l'époque 307 logements en locatif social en début de mandat, à un taux de 18-18 en fin de mandat, et donc il en manque 156. On a rattrapé 151 logements au cours de ce mandat, alors que nos prédécesseurs en avaient rattrapé 45. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on avait aussi fait le travail, quoi. Donc malgré tout, je suis quand même un peu surpris qu'on puisse stopper un dossier qui soit aussi avancé que ça, malgré et qui répond à toutes les attentes, ouais. Et notamment en termes de logements sociaux, puisque c'est un secteur où je pense il aurait été produit 45 et soit 50, 55, ouais. Il aurait été produit 80-90 logements sociaux, quoi. Ouais. Est-ce que monsieur Desgaret, est-ce que vous savez, vous devez le savoir parce qu'il y a eu une DIA, quel est le prix d'acquisition moyen du foncier par acant? Non, la DIA, je l'ai pas vue, moi, à l'époque. Alors, c'est multiplié par 10. Et moi, je trouve ça inadmissible. Donc, c'est pour ça, à partir du moment où la collectivité n'est pas maître du foncier, et donc du prix d'acquisition, c'est normal, les propriétaires, moi, je ne leur en veux pas. Ils essayent d'obtenir le maximum de leurs biens. Ça, c'est humain, et je n'ai rien contre eux. Ils vous disent qu'il y a eu des négociations. Bien sûr qu'il y a eu des négociations. On a reçu à Caen à plusieurs reprises. Mais on leur a dit qu'on n'acceptait pas que le prix du foncier soit à cette hauteur et que ça augmente le prix moyen du foncier à Bru. C'est la première des choses. Donc quand je vous dis que c'est 10 fois plus, je peux vous donner la DIA. Mais on ne va pas citer les prix, parce que c'est des propriétaires privés et ils ont tout à fait le droit de négocier. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Parce que pourquoi ça grève l'équilibre général des opérations d'aménagement et le promoteur est prêt à nous en donner plus. Donc ça veut dire que vous aviez, j'allais pas dire mal négocié, mais c'est que Caen avait encore de la marge par rapport à la marge qu'il voulait se faire moyenne, puisqu'il nous a proposé encore de nous donner de l'argent. Donc ça devient de la négociation qui n'est pas acceptable, si vous voulez, en termes de d'élus. À partir du moment où on est là pour défendre un projet et l'équilibre financier d'opération, et surtout aussi la réalisation d'équipements publics qui coûtent à la collectivité un paquet d'argent, donc c'est l'argent public, j'estime qu'on doit s'intégrer dans une démarche globale, créer des zones d'aménagement concertées qui permettent à la collectivité, après, de travailler avec les promoteurs et de leur dire bien sûr qu'on va travailler avec vous, mais à nos conditions, et on négocie. Alors que là, si vous voulez, là, je peux vous dire que le coût du foncier, c'était inadmissible. Et c'est ce que nous avons dit aux promoteurs, ça a été clair là-dessus. Maîtrise du coût, maîtrise de la production de logements. Par contre, ce que vous avez dit, en termes de projet, ils respectent le PLUI, respectent le PLH. En termes de, maintenant c'est la RE 2020, ils s'intègrent dans un projet de développement écologique, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bien au contraire. Mais on ne dit pas qu'après, quand on pourra travailler avec la collectivité. Mais à un moment, on doit dire aux promoteurs, halte là, quoi. Au début, on ne peut pas acheter du foncier à des montants aussi prohibitifs. C'est pas normal, parce que, in fine, c'est la collectivité qui, à un moment donné, sera obligée de combler un déficit d'opération.
parce qu'on devra aussi y mettre dans ces opérations-là du renouvellement urbain. Aménager en milieu rural, on développe des marges bénéficiaires, ce qui permet également aux promoteurs de s'intégrer dans un projet d'aménagement d'ensemble et d'aménager des secteurs un peu plus urbanisés où les coûts d'acquisition sont beaucoup plus importants. Oui, on osait avec une autre opération d'aménagement urbain dans le centre-ville. Dans le cadre de quoi? D'une zone d'aménagement concertée, qui permet des équilibres et qui permet une participation à l'aménagement aux équipements. Voilà notre stratégie pour l'instant, si vous voulez. Monsieur Kermarek voulait intervenir. Ouais. Oui, enfin, je ne voudrais pas couper la parole à qui que ce soit, mais je voulais juste revenir sur quelques points. Le premier, c'est que vous dites que ça n'a pas été présenté en commission. Alors certes, le projet n'a pas été présenté en commission dans sa globalité, mais on en a parlé. Commission oui, on a parlé en commission, on a juste présenté la délib. Par contre, le projet, il y a quand même 60 ou je ne sais pas combien de pages, on n'en a pas eu connaissance. On l'a découvert cette semaine. Oui, enfin, vous l'avez découvert dans le détail, mais enfin, faut pas dire que vous n'étiez pas au courant et que ça n'a pas été abordé en commission. Certes, ça n'a pas été débattu, si je peux dire 3 mots de suite, hein. Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas été présenté en commission. L'urgence, moi je ne vais pas y revenir, puisque Gérard a tout à fait expliqué le pourquoi. En même temps, vous nous dites que c'est un projet, celui d'Acante, qui remplissait toutes les cases, et ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est de se dire effectivement, au cas par cas, vos projets, des fois, pas tout le temps, hein, il y en a quelques-uns qu'on peut... Au cas par cas, vos projets remplissaient les cases. Sauf que là, ce qu'on vous propose, ce qui vous est proposé de voter, c'est une opération globale qui permet, comme le disait justement Gérard, à la fois de maîtriser l'opération globalement et d'avoir une maîtrise budgétaire, parce que ce qu'on a peut-être un peu oublié, c'est qu'on avait dans la ZAC-Gare, enfin, je ne voudrais pas revenir toujours sur la même chose, mais la ZAC-Gare, qui avait été déclarée d'intérêt communautaire en 2013, vous avez décidé d'y renoncer, en pensant aller vite, en pensant rester maître de l'affaire, et en pensant faire 600 logements à peu près dessus, alors que on s'aperçoit qu'on ne peut en faire que 250. Et que si on fait que 250 logements sur la ZAC-Gare, c'est impossible à équilibrer économiquement. Donc c'est le fait d'avoir cette opération globale permettra d'avoir un équilibre, peut-être pas encore difficile à atteindre, mais certainement plus facile. Donc effectivement, si comme vous aviez l'habitude de le faire, vous preniez une opération, vous diriez, elle est vachement bien celle-là, elle remplit toutes les cases. En fait, elle ne remplissait toutes les cases que dans son périmètre. Et encore, elle remplissait toutes les cases. Elle ne remplissait pas les cases des équipements publics. Elle ne remplissait pas non plus les cases forcément de la maîtrise du prix et de la maîtrise des prix de l'immobilier à Bru, parce que c'est aussi une des caractéristiques et un des buts de cette opération. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, tout le monde le voit aujourd'hui, c'est pas spécial à Bru d'ailleurs. Les prix de l'immobilier augmentent beaucoup. Ce qui fait que ça éloigne les ménages modestes, même si on a plus de logements sociaux. Vous le savez aussi, on a de plus en plus de demandes de logements sociaux et on n'arrive pas à les satisfaire. Et vous avez même si effectivement vous aviez commencé à augmenter un petit peu le nombre de logements sociaux, on voit bien que c'est insuffisant. On est à, je crois, 4 demandes pour une allocation aujourd'hui et de l'ordre de 3 à 4 ans de délai pour obtenir un logement. Donc, si on reste dans cette dynamique, si on peut appeler ça une dynamique, on s'aperçoit et on voit bien qu'on perd déjà des classes l'année prochaine. On va aller vers une ville qui va perdre de son dynamisme,
qui va perdre de sa mixité sociale et qui va se retrouver, en fait, bon, comme beaucoup maintenant de villes, hein, avec d'une part des logements sociaux et d'autre part une certaine gentrification du territoire. Bon, donc cette opération-là, elle est destinée à atténuer les effets néfastes de cette évolution. Voilà, c'est pour ça que il me semble que c'est une décision importante qu'on va prendre ce soir. Une décision de se dire finalement, on ne peut pas continuer à laisser la maîtrise du développement urbain et de l'aménagement urbain à des promoteurs. Et cette volonté de récupérer cette maîtrise, eh bien, c'est ce qui est exprimé dans cette délibération. Et bon, on peut discuter sur l'urgence, sur la façon dont ça a été présenté en commission, mais sur le fond, j'aurais du mal à comprendre que vous ne vous y associez pas. Je veux quand même revenir sur deux choses. Sur la présentation en commission, je pense que sur un dossier aussi important, je pense qu'on aurait pu regarder un peu plus dans le détail l'ensemble des documents qui ont été joints à la délibération. Je maintiens ma position sur le sujet. Concernant le tarif du foncier... Attendez, je termine. Encore les produire, quoi. C'était un boulot des services qui a demandé 3 semaines, quand même. Oui, d'accord, mais... Ouais. Et concernant l'évolution du prix de l'immobilier, en freinant votre volonté de vouloir freiner fortement l'évolution du nombre de logements, va certainement aussi faire augmenter l'immobilier, ce qui est déjà parti, puisque les opérateurs nous en parlent déjà et nous disent que ça va déjà monter, et ça monte puisqu'on sait qu'on va freiner sur Bru. Donc la rareté fait la cherté. Hein. Et on freine par rapport à quoi, monsieur Desguerret? On va produire 200 logements à peu près par an, c'est ce qui était prévu par le PLH. Il était même un peu moins important au tout début, hein, je dis bien. Il était de 137 au tout début, il y a eu une modification pour monter à plus de 200. Mais vous vous rappelez pourquoi il avait été mis à 137, monsieur Joly? Oui, je sais bien. Il a été mis à 137 puisque à l'époque, la ville avait un emprunt toxique qu'on ne savait pas comment on allait solder. Et on ne voulait pas obérer cette sortie en se disant on promet des logements sachant qu'on ne pourra pas les faire. Donc c'était ça, faut se rappeler aussi de la situation à l'époque. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'il y avait une clause de revoyure. Et moi je vais compléter en disant qu'un plan d'aménagement, un plan de développement du logement à Bru, ce n'est pas que des logements. Et quand on voit l'urgence de la construction d'un groupe scolaire, ce qu'on ne veut pas, c'est être toujours dans l'urgence. Et après ces délibérations et le plan d'aménagement d'ensemble, on saura pour les années à venir quel type d'équipement il nous faut et si on a les moyens de se les payer, monsieur Desguerret. C'est pas évident. Quand on voit maintenant l'état des finances des collectivités territoriales, ça ne sera pas si simple que ça d'accompagner le développement d'une ville en service public de qualité. Donc pour l'instant aussi, cette étude va nous permettre de dire quels sont les besoins en équipement public nécessaire pour une ville de 25 000 habitants, 25-30 000 habitants. Ça, on ne l'a pas pour l'instant. Donc, c'est une forme de cohérence en termes d'aménagement, et l'aménagement ne se produit pas au jour le jour. Ce sont des procédures qui sont longues et qui demandent de la réflexion et du temps, tout simplement. Donc, cette première année, ça a été cette ébauche de projet d'aménagement d'ensemble. Et dans votre réponse, M. Garmeric, beaucoup de contradictions dans ce que vous dites, puisque à la fois vous utilisez des arguments qui vont dans un sens, puis quelquefois dans l'autre. La problématique du logement, du besoin de logement en France, il est connu, il est aussi présent sur Rennes Métropole, à Bru, enfin un petit peu partout. Et les zones on est en tension et on voit effectivement le nombre de demandes qui sont servies sur Rennes Métropole, qui a quasiment doublé ces dernières années. On devait être à 3,6 ou 3,7 demandes pour une attribution. On a dépassé les 6. Vous avez des secteurs, je ne parle pas de Saint-Malo, on doit être à 10 demandes pour une attribution. On est vraiment en situation tendue partout. Donc
c'est un argument que vous avancez, mais il est connu depuis longtemps, et c'est pas en freinant ou en bloquant une opération d'aménagement qui était déjà lancée puisqu'elle arrivait au permis de construire. Moi, j'entends tous vos arguments sur la volonté de nationaliser le foncier à Bru, mais en fait, vous bloquez une opération alors qu'elle aurait produit du logement rapidement. Je pense que ça aurait pu être livré en 2024-2025, puisqu'il faut à peu près 2-3 ans entre le moment où on instruit et le moment où les logements sont livrés. Donc je ne comprends pas, d'un côté vous évoquez une urgence, de l'autre côté vous freinez. Donc voilà, c'est ce que j'appelle des contradictions. Sur le secteur gare, vous l'avez évoqué, alors on n'a pas pu l'évoquer en commission puisqu'il n'a pas été présenté, mais il est englobé dans un dossier que vous qualifiez de multisite. À ce propos, ce n'est pas une obligation de présenter les opérations multisites. Le SCOT permet par exemple de calculer la densité opération par opération. Ça, c'est aussi un point que vous avez évacué, en disant qu'il y a une volonté de faire du multisite. Ce n'est pas une obligation du tout. Alors sur le secteur gare, il a des spécificités propres et qui ne sont pas véritablement mises en avant. Et sa définition, d'ailleurs, est bien différente des deux autres secteurs qui sont qualifiés de secteurs en limite d'urbanisation existante, vous l'avez rappelé tout à l'heure. En effet, sur le secteur gare, il s'agit d'un mixte d'aménagement de friches SNCF, de terrains militaires, d'anciennes zones d'activité, mais surtout d'une opération de renouvellement urbain. Le secteur gare est par ailleurs qualifié de nouvelle centralité à proximité du centre-ville. C'est un lien entre le nouveau quartier du Vert-Buisson et le centre-ville actuel. D'ailleurs, le passage souterrain permet des liaisons en mode actif. Il est particulièrement pertinent dans la perspective d'un axe est-ouest ou ouest-est, desservant notamment d'un côté le lycée Saint-Jean et de l'autre le cinéma, les commerces. Donc, vous le soulignez, c'est vrai que c'est un lieu central. Cette gare, elle est de plus en plus fréquentée. Moi, j'ai trouvé dans les données de la SNCF plus de 207 000 voyageurs et accompagnants en 2019. Ça devrait encore progresser avec la mise en service d'un pôle d'échange multimodal que nous attendons, et la mise en service dans les prochaines années d'un trambus dont le tracé n'est peut-être pas complètement arrêté et il n'évitera peut-être pas la gare. Il s'agira donc alors pour ce secteur gare de faire face à la montée en puissance de la demande et au-delà d'ailleurs des simples fonctions transport, correspondance, intermodalité, parking, d'offrir les services mobilité attendus par les Brusois, stations de vélo libre-service, stations de recharge de véhicules électriques, de recharge des vélos, covoiturage, etc. Donc voilà, pour ce secteur gare, je pense qu'il mérite une attention un peu plus particulière. Oui, Monsieur Joly. Monsieur Joly. Ce que vous dites là, ça fait des années qu'on entend le même discours. Et on est tous d'accord avec ça. Il suffit de leur piquer sur les documents du PLUI. Intellectuellement, je crois qu'on est d'accord sur le pôle multimodal, etc. Sur les modes doux de déplacement, le bus, le train, etc. Ça, complètement d'accord. Comme disait Alain Kermarek au tout début, quand l'ancienne équipe est arrivée, elle a décidé de prendre en charge ce secteur de la gare, sur les mêmes objectifs. Mais je suis d'accord. Et vous dites, nous attendons le pôle multimodal. Ah oui, on l'attend, il est toujours pas. Ça fait 6 ans qu'on l'attend aussi, monsieur. Et donc, il n'y a rien eu. Pour l'instant, il n'y a rien. Pourquoi ? D'ailleurs, économiquement... Mais vous dites qu'on n'a pas le dossier, mais... Pour la clarté des débats, si vous voulez bien, vous écoutez les uns les autres, parce que là, on n'y comprend plus rien. Donc, je laisse Monsieur Joly parler, et après, je donnerai la parole à Monsieur Roulet, si tant est qu'il veuille la reprendre. Donc, on l'attend comme vous, donc maintenant, on va s'y mettre. Mais vous dites aussi que chaque secteur peut gérer tout seul en termes de densité. Oui, mais en termes économiques, comment vous le gérez ? Comment vous le gérez ? Quand vous avez un déficit abyssal pour la gare, comment vous allez le gérer ? Vous allez demander à la collectivité d'assurer l'équilibre financier de cette opération. C'est plusieurs millions d'euros. Comment vous la faites ? Vous ne la faites pas. Donc, on va encore attendre le pôle multimodal. Donc, c'est dans une cohérence d'un projet d'aménagement d'ensemble qu'on va réussir peut-être à s'en sortir. Et donc, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Vous allez encore l'attendre quelques années, parce que ça ne va pas être simple, et qu'il va falloir intégrer ce projet dans un projet d'aménagement cohérent, dans une ZAC multisite, qui va nous permettre de mutualiser les avantages et les inconvénients des différents sites. Voilà ce que j'ai à vous dire. Monsieur Roulet ?
vous avez tout à fait raison, et j'allais terminer mon intervention, puisque c'est vrai que ces pôles d'échange, qu'on attend avec impatience, sont identifiés effectivement comme des secteurs à urbaniser de manière plus dense aussi. C'est une orientation que nous trouvons vertueuse, qu'on retrouve dans le SCOT, le PLUI, vous y avez fait référence, et ça répond à une double exigence. C'est densifier un foncier rare et recherché, et c'est pas pour rien que autour des gares, on voit un peu partout des centres d'affaires qui se concentrent. C'est favoriser aussi l'usage des transports en commun, en concentrant les logements à proximité et en mixant avec des activités tertiaires sur ces secteurs. Or, dans ce que vous nous dites, c'est le contraire que vous allez faire, puisque vous allez dédensifier. Avec la finalité aussi en matière de renouvellement urbain, d'éviter l'extension urbaine en rognant sur les terres agricoles, parce que ce que vous ne faites pas en densification sur le secteur de la gare, il faudra le faire ailleurs. Alors peut-être que vous le transmettrez ou d'autres en hériteront de cette obligation, mais pour l'instant, on a cette décision à prendre de densifier un secteur comme celui-là. Et quel intérêt d'une DUP sur ce secteur? Là aussi, on peut s'interroger, parce que alors que la plupart des terrains sont déjà détenus par la collectivité, c'est ce qu'on a pu lire dans le dossier, ou sont propriété de RFF ou de l'armée, avec lesquels seules des négociations sont envisageables. Alors, l'expropriation ne leur étant pas applicable. Donc, qu'est-ce qui justifie sur ce secteur-là cette déclaration d'utilité publique? Monsieur Kermarek, vous voulez parler? Oui, je voulais juste revenir sur ce que disait monsieur Roulet tout à l'heure, en parlant de contradiction dans mes propos. Je pense que c'est, là encore, c'est toujours la même chose. C'est du court terme. Alors, à court terme, on va différer un petit peu les constructions de logements sur le secteur des rosiers. Mais la question, c'est pas cette opération-là qui va tout faire écrouler, ou tout faire exploser, plus exactement, le marché immobilier. Donc, effectivement, cette opération va prendre un peu de retard, mais c'est pour avoir, dans le cadre d'une opération globale, un résultat qui soit, nous l'espérons, bien meilleur que celui qu'on aurait en laissant, comme ça a été fait depuis quelques années, les promoteurs faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Voilà, ça, c'est le premier point. Donc après, la question là, on sent, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça de façon, comment dire ça. Enfin, on a le sentiment que finalement, vous êtes en train de chercher des arguments contre cette opération, chercher des arguments qui vous permettraient de voter contre ou de vous abstenir sur la mise en place d'une telle opération, mais on sent pas vraiment d'arguments forts. En fait, vous ergotez sur l'urgence, sur la gare. C'est encore là, c'est le pompon, si je puis dire, sur la gare, parce que franchement, s'il y a bien une opération qui a été malmenée et saccagée ces dernières années, c'est pas de notre fait. Hein. Donc moi, la question qui est vraiment la question à laquelle vous devez répondre. Vous êtes pour ou vous êtes contre un aménagement concerté, réfléchi sur la commune? Monsieur Joly. Ouais. Je vais également ressortir une contradiction. Vous dites le secteur gare, c'est un secteur structurant entre l'Est et l'Ouest de la ville, et on est complètement d'accord là-dessus. Et donc, c'est un lieu où on peut également densifier. Je suis complètement d'accord avec vous, et quand on densifie, il y a plus de logements, donc en termes de recettes, plus de recettes. Je suis d'accord avec vous. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Quand vous ne pouvez pas faire de parking en sous-sol, où est-ce que vous faites les parkings pour les gens qui habiteront sur ce secteur-là, ou sur les entreprises qui vont s'installer? Vous les faites en rez-de-chaussée ou sur du terrain tout autour. Si vous prenez des terrains tout autour en mètres carrés pour y faire du parking, vous faites moins de logements. Et donc, passer de 600 logements à peut-être 250, 350, je ne sais pas trop encore, et les études le diront, parce que là, ça a été des études quand même relativement rapides, mais densifier réellement ce secteur-là, c'est, je dirais, en termes économiques, ça veut dire qu'il va falloir évacuer des terres hyper polluées dans des centres qui vont coûter horriblement cher. C'est plusieurs millions d'euros. Donc c'est ce qu'on vous dit, c'est la gare en tant que telle, pris individuellement, elle peut se faire, mais elle va coûter
une plombe à la collectivité et on ne peut pas engager des deniers publics sur une seule opération. Il va falloir qu'on mutualise. Donc, OK pour densifier, OK pour faire de ce centre un centre important de la ville de Brugge, et ça paraît important vu son positionnement. Mais on en rediscutera, hein, c'est un sujet intéressant, mais qui va être extrêmement complexe. Et donc le fait d'avoir la DUP, c'est une DUP simplifiée, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore étudié l'analyse globale de l'aménagement de ces secteurs. Mais on a besoin d'acheter les terrains en urgence. C'est l'objet de cette délibération. Et on vous a expliqué le pourquoi de l'urgence. Monsieur Deguerré. Ouais, pour compléter les propos de Patrick, là, sur l'intérêt de la DUP sur le secteur de la gare, aujourd'hui, il doit rester 6 propriétaires, les 6 derniers propriétaires de maisons individuelles, hein, parce qu'après, il y a l'État et puis il y a l'armée et la SNCF, hein, mais je dirais en propriétaire, on va dire privé, entre guillemets, où là, de toute façon, par expérience, c'est France Domaine qui donne l'évaluation du bien quand il y a cession du bien. Et en général, par expérience, il n'y a pas de débat, parce que France Domaine calcule par rapport au prix du marché du secteur, quoi, hein. Donc, bon, sur ce secteur-là, je pense que pour les 6 logements aussi bien qui restent, aussi propriétaires, je ne vois pas trop. Vous évoquez que pour des raisons de pollution, il sera difficile de réaliser, il ne sera réalisé qu'entre 250 et 290 logements sur ce secteur-là. Et ça, c'est l'étude Sétur de 2020, dont on n'a pas eu connaissance, mais on vous croit, alors que la Sétur avait annoncé en 2018 500 à 550 logements. Alors, ma question, c'est pouvons-nous désidentifier ce secteur et nous priver de 250 logements sur un site en centralité, à proximité de tout transport en commun et de tout service? Ne pas réaliser ces logements engendrera une artificialisation plus rapide des terres agricoles pour répondre aux attentes du PLH. Et c'est complètement incohérent, à mon sens. Avons-nous étudié la solution des parkings silos, par exemple, comme à Bordeaux? Bordeaux, ils ont créé des parkings silos au milieu de logements. Ils ont fait des choses, c'est vraiment super. Ça permet de faire quand même du stationnement. Il y a bien d'autres secteurs où nous avons certainement des terrains pollués et où nous avons pu faire de la densification, quoi. Et pour moi, un tel secteur, la collectivité doit absolument tenir les objectifs du SCOT, hein, puisque c'est 45 logements sur un secteur comme ceci. On est à 30 logements ailleurs, mais 45 logements sur une centralité. Sinon, on peut s'interroger à quoi il sert, quoi, hein. Et puis là, un troisième point sur la gare, pour terminer, vous dites, page 16, il est nécessaire de relancer une dynamique forte d'acquisition. Est-ce que ça veut dire que vous allez exproprier les 6 derniers propriétaires rapidement? Et ce, dans quel délai vous pensez le faire? Monsieur Kermarek avait demandé la parole. Oui, bah justement, c'est pour ces propriétaires, il vous aura probablement échappé que dans le dossier, il est dit qu'on essaierait plutôt de le faire à l'amiable ou lors de vente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que vous avez un culot monstre. Je trouve que osez nous donner des leçons sur la gare quand vous n'avez rien fait pendant 6 ans, sinon vous débarrassez de l'intérêt communautaire de la zone qui aurait commencé à être aménagé depuis bien longtemps et qui n'aurait pas coûté ce que va coûter aujourd'hui cette opération à la commune. Je trouve que on se demande si vous avez soit de la mémoire, soit occulter une partie de ce que vous avez fait ou pas fait. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la question c'est quoi? C'est vous êtes pour ou vous êtes contre une opération globale? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, là, il fallait laisser Acanthe faire ce qu'il voulait, donc ça leur aurait rapporté beaucoup d'argent à Acanthe et rien à la commune, même pas des équipements. Maintenant, la commune, qui aurait été soutenue très largement par la métropole dans l'ancienne situation, maintenant la commune, il faudrait qu'elle investisse des fortunes pour faire 300 logements à la gare. C'est pas sérieux, monsieur Deguerré, c'est pas sérieux ce que vous dites là. Je ne sais pas lesquels de nous deux qui a le plus de culot, mais en tout cas, dire qu'on n'a rien fait pendant ces dernières années, c'est anormal. Et on a fait des choses puisqu'il y a des études qui ont été lancées sur tout ce secteur-là, et notamment le dossier de création de la ZAC. Bien. Je pense qu'on va arrêter là le débat et qu'on va passer, je pense, au vote. Je pense quand même qu'on peut s'exprimer.
malgré tout, à chaque fois, monsieur Kermarek, le sauveur, à chaque fois vient dans les débats sur des postures qui sont un peu quand même gonflées. Bien, monsieur Desgaret. Donc, nous allons passer cette délibération au vote. Enfin, je vous dirais qu'il y a quand même quelques coquilles dans le dossier, notamment les dates sur le PLUI, c'est pas février 2021 qu'il est opposable, c'est février 2020. Et il y a quelques phrases aussi qui sont pas tout à fait complètes. Hein. On va pas faire la commission en conseil municipal extraordinaire, monsieur. Ouais, d'accord, mais bon. Non, on va pas faire la commission. Ah ben non. Par contre, avant de passer au vote, je voulais bien me donner la parole parce que j'aimerais bien que vous reveniez sur le schéma. Monsieur Roulet, si vous êtes bref, je veux bien. Ah ben ça va être très bref. C'est vous qui allez avoir la réponse. Je pense qu'il faut aller page 15 du dossier sur le schéma. Et que vous fassiez un petit zoom sur le fameux schéma de la gare. Page 15. Si on a la même pagination. Voilà. Faites un petit zoom. Vous agrandissez si vous voulez bien. Si vous pouvez, je ne sais pas. Et si vous faites un zoom sur la partie située entre la rue Toulier et la rue de la Cité. Alors nous, on avait l'OAP, donc on a regardé d'abord l'OAP, et puis on a eu le dossier. Donc on a regardé aussi le dossier, et on a regardé ce qui changeait. Et comment expliquez-vous, cette modification de tracé par rapport au tracé de l'OAP existante, rue de la Cité, c'est situé au sud de la zone. Ça me rappelle un petit dessin animé italien, ça. Qu'est-ce qui justifie ? Comment imaginez-vous le futur de cette parcelle là, qui va se retrouver enclavée, insérée au milieu de constructions nouvelles? Et puis je vais être bref. Un intérêt particulier est-il supérieur à l'intérêt général pour le développement de notre commune? Dans cette étude, est-ce que ça ne serait pas par hasard la seule justification à y intégrer le secteur gare? Et vous comprendrez que dans la continuité de nos votes et au vu de toutes les réponses que nous avons pu avoir qui ne nous satisfassent absolument pas, nous voterons comme précédemment sur le lancement de l'étude, nous donnerons un avis négatif. Comme ça, vous avez l'avis, monsieur Kermarek. Ouais, je veux bien, parce que, sauf si je me trompe, mais il s'agit de cette maison là dont vous parlez, là, de cette maison mais je sais qui est dans le coin, là, c'est ça? Si vous connaissez le dossier, nous on l'a pas... je pense que vous, monsieur Roulet, vous le connaissez probablement pas, mais je crois que c'est une maison qui a été vendue lors du dernier mandat, et que la municipalité précédente a omis de préempter. Et que donc, à partir de là, la propriétaire a fait des travaux et a dû négocier ferme pour obtenir ce droit. Monsieur Joly. Pour terminer, je suis vraiment... C'est dommage d'en terminer comme ça, puisque vos questionnements, vos interrogations, on y répond, elles sont légitimes, et je trouve normal qu'en séance de conseil municipal, on puisse aborder ce genre de questions qui, pour moi, sont hyper importantes. On est les élus de Bru, donc on doit aussi argumenter, on doit discuter, et ça me paraît important. Mais insinuer que la collectivité n'a pas intégré dans un périmètre de DUP une parcelle parce que on se serait mis d'accord avec le propriétaire, je trouve ça, mais alors allez-y, portez plainte. Allez-y, allez jusqu'au bout de ce que vous dites, monsieur. Allez-y jusqu'au bout. Parce qu'on pourrait discuter sur d'autres sujets là-dessus. Mais franchement, ce n'est pas le lieu du débat. Ici, ça doit être serein. On a le droit de ne pas être d'accord, et c'est normal. Et on respectera l'opposition, la minorité, en tant que telle. Mais terminer un débat en mettant en cause l'honnêteté de notre équipe, merci. Mais vous aviez la réponse, me semble-t-il. Non, je tiens à préciser que contrairement à ce que m'a dit M. Kermarek, on n'a pas omis de la préempter, cette maison. Cette maison a été achetée 1 an ou 18 mois avant que le périmètre de la ZAC soit défini. Ça faisait bien longtemps qu'on préemptait tout. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est pas une découverte pour vous.
Bien, merci. Je pense qu'on va mettre fin au débat et donc je vais proposer la délibération au vote maintenant. Donc, qui est contre? Je suppose que vous votez également pour les personnes pour lesquelles vous avez un pouvoir. Donc 7 contre. Qui s'abstient? Très bien, la délibération est acceptée, merci. Deuxième délibération du soir. Donc celle-ci concerne le moulin du Bouel. Et en fait, c'est pour tout simplement pouvoir passer le marché pour les travaux de rénovation. Donc dans le cadre du marché relatif aux travaux de rénovation du moulin du Bouel et de ses abords, une consultation a été lancée conformément au code de la commande publique. Le marché se décompose en 6 lots. Suite à la présentation de l'analyse des offres par le maître d'œuvre le 20 avril dernier, il est proposé d'attribuer le marché aux entreprises suivantes. Donc vous avez eu le tableau. Donc voilà les entreprises qui sont proposées au ce marché. Donc, conformément à la délibération du numéro 20-06-23 dans le cadre du marché des travaux supérieurs à 500 000 € hors taxe, donc nous sommes tenus de tenir une délibération de ce soir pour autoriser Monsieur le maire à signer le marché, de prendre toute décision concernant les avenants éventuels. C'est une délibération, une discussion qu'on a eue dans le cadre de l'appel des marchés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, Monsieur Houssin? Oui, moi j'aurais aimé savoir si on a quelques informations concernant la Fondation du patrimoine. Quel est le montant aujourd'hui, peut-être, qu'on a pu récolter? Comme vous avez dû avoir des évolutions sur les... Monsieur Leroy? Pour la Fondation du patrimoine, 87 000 € de subvention. Parce que moi j'ai 120 000, alors je sais pas. Mais... En fait, il faut distinguer les subventions ouais. de la souscription. Ouais, je parle, oui, c'est ça. Donc, les subventions, c'est le chiffre que M. Leroy vient d'indiquer. Et il y a la souscription. Et la souscription, aujourd'hui, auprès des particuliers, on atteint quasiment 20 000 €. D'accord. Voilà. Des autres mécènes, entreprises qui ont pu donner. Là, c'est pas le montant des 20 000 €, c'est que les particuliers. D'accord. Ça répond à votre question, Monsieur Houssin? Donc, non, j'essaie de faire la comptabilité. Enfin, voilà, c'est juste. Et on aura aussi la Fondation du Crédit Agricole. Ça? 1 000 €. Ils ont confirmé? D'accord. Oui, au prochain conseil, on vous propose. D'accord. La Fondation du patrimoine a accepté qu'on fasse une convention directement avec la Fondation du Crédit Agricole. Et est-ce qu'il est encore possible que de solliciter les donateurs à travers, je sais pas, peut-être une information complémentaire pour, peut-être proposer à des donateurs de faire un don encore, puisque les travaux vont démarrer? Est-ce que on est encore dans les délais, quoi? Ouais, c'est toujours pas fini. En fait, on a 20 000 € pour l'instant. On espère atteindre au moins 23 000 €. Pour arriver à vos chiffres, en fait, de 120 000 €, je pense que vous comptabilisez donc la Fondation du patrimoine à 87 000, 23 000, donc c'est ce qu'on espère atteindre pour le don des particuliers. 10 000 € pour le Crédit Agricole, donc on atteint bien 120 000, et on a quelques frais de gestion aussi et d'autres donateurs. Et en ce qui concerne le planning, est-ce qu'il y a un planning qui a été réalisé là, sur la tenue des travaux, ou c'est encore un petit peu prématuré? Pour l'instant, on passe cette délibération ce soir justement pour pouvoir dire aux entreprises qu'elles peuvent commencer. Et on a déjà une pré-réponse du maçon qui peut commencer assez rapidement les premiers travaux. Donc voilà, donc l'idée c'est aussi évidemment, vu l'endroit, de faire les travaux le plus rapidement possible pendant l'été pour que ce soit, que toutes les tranches puissent être faites pendant cette période-là. En tous les cas, on peut que se satisfaire ici autour de la collectivité sur ce site emblématique de Bru qui va peut-être retrouver une deuxième jeunesse, je ne sais pas, mais en tous les cas une nouvelle utilisation pour les années futures. Tout à fait. On espère bien qu'effectivement on pourra en faire profiter toute la population, parce que c'est vrai que c'est un monument remarquable qui signe bien notre commune. Tout à fait. Monsieur Desgarets. Vous aviez annoncé à la commission du mois de janvier 195 431 de financement.
À la commission du mois de janvier. Commission urbaine du 28 janvier, on avait abordé le moulin du Bouel. Oui. Et il avait été annoncé 195 431 arrêtés au 21 janvier. Ouais, on est supérieur parce que en fait, il y a un don de Giboire aussi de 100 000 euros qui vient s'ajouter. Celui-ci date déjà d'un an, 2 ans pratiquement. Ouais. Voilà. Non, bah, après, pour les chiffres, voilà, en tous les cas, on sait qu'on peut encore peut-être demander une souscription encore ou d'accompagner. Je pense que ça peut être un message à faire passer. Bien sûr, mais on fait une communication à ce niveau-là. Donc, okay. Merci. Ok, très bien. Je passe au vote. Qui est pour? Majorité pour. Non, qui est contre? Oui, pardon, excusez-moi, unanimité. Mais j'ai pris le vote à l'envers, c'est pour ça. J'ai pris le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité, merci. Bien, merci beaucoup, bonne soirée. Oui, c'était marqué.